Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de Laniche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Anaïs Salar. Anaïs est comportementaliste canin spécialisée dans l'accompagnement du chien douloureux. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Pickles et son expérience de la vie aux côtés d'un chien douloureux chronique. Parce que ce sujet concerne beaucoup plus de chiens qu'il n'y paraît, nous tentons de comprendre ensemble ce qu'est la douleur, ce qu'elle implique, comment la repérer et comment l'accompagner. Vous saurez tout, ou presque, de ce passionnant sujet. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Anaïs. Salut Anaïs. Hello Claire. Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Oui, très bien, merci. Écoute, je suis ravie de t'accueillir au micro de La Niche. Ça me fait trop plaisir, j'ai trop hâte d'enregistrer cet épisode. On va commencer par les présentations. Qui es-tu, Anaïs? Je suis comportementaliste canin. Je suis aussi formée en félin et en équin. Et je suis basée dans le sud de Nantes, dans le vignoble. Pour l'instant, donc, je propose des services classiques et surtout, j'accompagne les chiens en douleur chronique. Yes, on va parler de ça aujourd'hui. Sujet très intéressant. Trop cool. Tu as un chien, je crois. Est-ce que tu peux nous le présenter? Alors, je vis avec Pickles. Pas qu'avec Pickles, mais quand même. Il prend beaucoup de place. Il va avoir 5 ans en juin. C'est un grand loulou qui est a priori croisé husky dalmatien. Je dis a priori parce que c'est une adoption par assaut et du coup, on n'a jamais fait les tests génétiques. Et comme il ne ressemble ni l'un ni l'autre. Voilà. Et c'est un grand loulou, beaucoup dans la communication, très volontaire. C'est un peu dur de le décrire parce que c'est un chien qui a des douleurs chroniques, comme par hasard. Et du coup, ça impacte pas mal les étiquettes qu'on pourrait lui mettre. Mais c'est un chien proche de ses humains qui a besoin de beaucoup d'interactions, de routine, qui est très gourmand. Voilà. Ok, trop cool. On va parler un peu de ton parcours avec Pickles aussi sur la douleur, forcément. Avant ça, est-ce que, c'est une question que je pose souvent à mes invités, c'est quoi un peu ton historique, ton background avec les chiens? Est-ce que tu as toujours vécu entouré d'animaux? Est-ce que c'est arrivé un peu plus sur le tard? Comment ça s'est fait pour toi? Alors, concernant les chiens, j'ai le parcours classique de chez classique du chien de famille. Chez mes parents, principalement ça. Après, moi, j'avais pas forcément le parcours de je veux absolument travailler avec les animaux depuis toute petite. Je viens plus du monde du cheval. Okay. C'était vraiment plus ce côté-là à l'origine, où j'ai travaillé en centre équestre à partir de mes 15 ans. Donc là, en termes de bien-être animal, c'était pas l'idéal, on va dire. Mais vraiment, j'ai nourri plus ce côté-là. Et après, au fur et à mesure, les choses elles ont évolué avec la rencontre de Pickles. J'ai pas de ce côté, j'ai toujours voulu avoir un chien. Alors si, j'ai toujours voulu avoir un chien. J'ai toujours voulu vivre avec des animaux. J'ai eu un chat assez tôt. Voilà, mais je viens en fait du cheval plus avant. Ok. Et alors, comment il est arrivé, Pickles, dans ta vie? T'en étais où à ce moment-là et comment il t'a amené jusqu'ici? Pickles, on l'a adopté à 12 mois. En association, il avait besoin de changer de famille d'accueil en fait à l'origine, donc on s'est proposé parce que moi j'avais quand même en tête de prendre un chien. En fait, c'est un moment où on était sur Paris, moi je bossais à mon compte, mon compagnon travaillait à domicile, donc du coup ça permettait vraiment d'accueillir un chien sans qu'il y ait trop de solitude derrière, et surtout on habitait au bord du bois de Vincennes. Donc l'environnement était assez adapté au fait d'avoir un chien, même si on était en banlieue parisienne. Et du coup on s'est dit pourquoi pas tester en étant famille d'accueil pour voir ce que ça dit dans notre quotidien et si c'est adapté. Et puis donc du coup on a pris Pic en juin. On a fait l'été avec lui et à la fin de l'été on a pris la décision de le garder avec nous.
Du coup, Pic, c'était un loulou qui venait du fin fond de la campagne. Il avait vécu dans un jardin avec sa première famille où, a priori, il n'a pas vu grand-chose, pas fait grand-chose. Et du coup, il a beaucoup découvert en arrivant chez nous. Là où ça a été un petit peu... on s'est un peu fait avoir, c'est que comme on l'a adopté, enfin, on l'a eu l'été, il y avait moins de monde et du coup, ça s'est pas trop mal passé. Et en septembre, quand tout le monde est revenu, que du coup, nous, la décision de l'adoption a été prise, ça a été un petit peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué pour lui de s'adapter. L'environnement était limite immersif. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Il fallait énormément travailler avec lui pour qu'il s'adapte. Donc déjà, c'était un gros challenge. Gros challenge pour nous parce que on n'était pas spécialement informés, comme beaucoup de gens quand on adopte un premier chien. On a rapidement fait appel à quelqu'un pour nous aider, mais déjà, ça a été le début de la grosse remise en question, quoi. Après, il y a eu la pyroplasmose qui a vraiment fait exploser toutes les problématiques comportementales qui étaient sous-jacentes, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y avait quand même vraiment des difficultés dans l'environnement. Et là, l'environnement est devenu vraiment, vraiment immersif. Ça a été super compliqué. Enfin, d'un coup, en fait, ça a explosé. C'est une pyroplasmose qui a été pas forcément typique avec tout ce qu'on peut entendre comme symptômes de l'urine qui devient foncée, tout de suite beaucoup de fièvre. Pickles, ça s'est exprimé en polyarthrite, en fait. Donc, la polyarthrite, c'est une maladie inflammatoire articulaire chronique qui déforme les articulations. Donc, du coup, ça se fait vraiment dans le temps. Sa polyarthrite, elle a duré 12 jours. Il n'a jamais eu plus de 39 de fièvre. Donc, du coup, ça a été compliqué. Les vétérinaires, ils ne l'ont pas vu tout de suite. Il a du coup été traité au niveau symptomatique, ce qui a caché un peu les choses. Donc, voilà, il y a eu vraiment tout ce moment qui a été certainement très douloureux pour lui à durer. Nous, on n'a pas non plus vu les choses et je pense que c'est comme tout le monde la première fois qu'on est confronté à ça. Ouais. Et du coup, il y a eu une grosse association avec la ville. La ville et la douleur se sont associées de manière assez importante. Tous les comportements de fuite qu'il pouvait déjà avoir ont explosé, quoi. Okay. C'est-à-dire qu'il a eu... son seuil de tolérance était très bas. Dès qu'il voyait quelqu'un, c'était pas possible. Donc, il faut quand même rappeler qu'on était à Tenay-sous-Bois. Donc, il y a du monde partout, tout le temps. On sortait à 2h du matin. Il y a eu un moment où on sortait même à 5h30 du matin. Parce que c'était le seul moment où il acceptait de faire ses besoins. Donc, voilà, donc ça allait super loin en termes d'engagement pour nous. Et puis, pour lui, son bien-être était fortement atteint. Voilà, donc tout ça, ça a fait que ça a été un moment très compliqué parce qu'il faut aussi en plus réussir à s'adapter lui à lui et en même temps continuer nos vies à côté, nos boulots, tout ça. Et ça a été vraiment très compliqué. On a eu des difficultés à trouver un accompagnement, vraiment. Et au niveau vétérinaire et au niveau comportemental. Oui. Bon, et le lien entre les deux a été compliqué aussi, mais... La pyroplasmose, elle a été traitée, aux urgences, tout ça. Mais après, en fait, la douleur a continué à être là. Les douleurs chroniques, elles ont commencé à ce moment-là. Et c'est là qu'on est rentré vraiment dans un marathon, une course de fond, où il faut réussir à gérer, ou en tout cas identifier plus, parce qu'on n'était même pas encore en gestion, on était vraiment en identification de la douleur. Et il faut réussir à trouver ce qui ne va pas, comment le solutionner, parce qu'en fait, tous les comportements... il n'était même plus à l'aise dans le bois de Vincennes. Donc du coup, nous, on n'avait plus aucune échappatoire, on n'arrivait plus du tout à remplir ses besoins. Du coup, on se retrouvait dans un cercle vicieux où lui, il pouvait se retenir pendant 17-20 heures d'affilée et pas vouloir descendre, faire ses besoins. Ah ouais. Il n'y avait rien d'autre que l'appartement comme endroit sécuritaire, heureusement, parce que je pense qu'il y a des lots où ce ne serait pas le cas. Donc déjà, on avait ça, mais c'était très, très compliqué. Il n'était pas capable de rester sur le balcon de notre appartement, alors qu'avant, il n'y avait pas de souci. Voilà. C'est tout ça, ça a été un tsunami, quoi. Parce que du coup, ça nous a isolés, ça nous a mis en difficulté. Et tout ça, ça a fait qu'il y a un moment où il a fallu bosser, s'y intéresser, aller chercher par moi-même. On a été accompagnés par Géraldine de Vox Canis, que tu as reçu. Qui du coup est spécialisée vraiment sur les troubles anxieux. Donc là, nous, on était mis dedans jusqu'au cou. Donc à l'époque, en plus, elle était à côté. Donc ça nous avait... heureusement qu'on l'a trouvée à ce moment-là. Parce que franchement, ça a été la pauvre... elle m'a... Vraiment, c'est heureusement qu'on l'a trouvée, quoi. Parce que
ça a été compliqué quand même de trouver du soutien. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup construit le fait que j'ai eu envie de me professionnaliser. Ouais. Voilà. Ok. C'est fou parce que Charlie aussi a eu la pyroplasmose il y a 1 an. Et pareil, il a eu des symptômes qui n'étaient pas les symptômes courants. Donc, je vois bien ce que c'est d'arriver à ce diagnostic un peu tard. Heureusement, pas fatalement trop tard, mais j'imagine ce que ça a dû être. Comment est-ce que tu as fait le lien avec... j'imagine que la pyroplasmose, ils ont fait une prise de sang et ils ont fini par voir ce que c'était. J'imagine que ça s'est décelé comme ça. Mais comment tu as fait le lien avec le fait qu'il soit douloureux? Parce que, effectivement, là, une fois que tu as eu ce diagnostic de pyroplasmose, généralement, effectivement, c'est pas ça qui s'exprime comme symptôme. Mais comment est-ce que tu as fait le lien avec le fait qu'il était douloureux à ce point-là, en fait, et que c'était pas juste le contre-coup de la maladie? Ça a été toute la difficulté. Honnêtement, les vétérinaires sont beaucoup partis là-dessus. Je pense qu'ils avaient raison dans un certain sens. Il y a un gros contre-coup, la pyroplasmose. Pendant des mois, le chien derrière, il récupère. Ouais. Donc, c'est quand même... on ne le dit pas assez. Il faut y aller doucement. Après, un chien qui a eu la pyroplasmose, l'injection enlève beaucoup de symptômes, mais derrière, le corps, il a pris quand même cher. Et donc, je pense qu'il y avait ça, clairement. Mais nous, on avait le principal symptôme qui nous a alertés, c'est le fait qu'il allaitait en balade. Et tout le temps, dès qu'au bout de 5 minutes à marcher, il avait un allaitement qui n'était pas normal, qui était très prononcé et qui n'était pas dépendant de la température extérieure. Il y a ça. Et après, pendant la maladie, déjà, il est devenu de plus en plus raide et il a eu une boiterie sur un des antérieurs. Okay. Et cette raideur, elle est partie avec l'injection du Cardésia, du coup, qui tue les parasites. Ouais. Mais on a toujours eu les symptômes très forts qu'il y avait pendant la pyro. Il restait un tout petit peu là après. Et du coup, on a eu du mal à faire le tri entre le contre-coup et la douleur. Mais au bout d'un moment, il se passe quelque chose, quoi. Enfin, ils ont fait beaucoup de tests sur les pyroplasmoses chroniques, parce que ça peut être chronique aussi. Ça peut revenir. Et il n'y avait rien. Donc, à partir de là, on s'est engagé, en effet, dans une difficulté importante pour... à sortir de ce diagnostic qui était juste de dire non, il met du temps à se remettre. Parce qu'aussi, il avait de la thyroïde vraiment très très basse, enfin sa T4 était très basse, qui était aussi certainement en lien avec la pyroplasmose, parce que le corps n'arrivait plus à produire hormones thyroïdiennes. Mais voilà, c'était compliqué de démêler tout ça. De ça. Ok. Toi, au niveau de ton parcours, du coup, avant de devenir comportementaliste, tu faisais quoi? Et tu nous as parlé un peu du déclic, effectivement, de la difficulté que tu as rencontrée à te faire accompagner dans ce moment-là. Mais comment est-ce que tu t'es dit, allez, go, j'en fais mon métier? Et est-ce que c'était en lien avec déjà cette spécialisation et ce sujet de la douleur? Ou est-ce que c'est venu un peu plus après? Comment ça s'est passé pour toi? Alors avant, j'étais dans les arts appliqués. En fait, j'ai toujours eu cette ambivalence entre les arts appliqués et les métiers du cheval. Okay. C'était un peu un moment que j'ai choisi. Je suis partie dans les arts appliqués à fond. Je travaillais sur les plateaux de tournage. Je faisais les décors. D'accord. Donc, c'est un métier qui est très demandeur en termes de temps, en termes d'investissement. C'est très stressant. Hein. Il faut vraiment trouver des solutions pour tout de suite. Mes clients disaient toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais c'était quand même à toi de les trouver. Et du coup, c'est des métiers où la moyenne d'âge est très basse. Hein, parce que, à bout d'un moment, je pense que tout le monde passe à autre chose. Donc, c'est toujours un métier que je me suis toujours dit que je n'allais pas le faire toute ma vie. Donc, il y avait déjà cette base-là qui était établie. Après, le fait de m'ouvrir à autre chose avec PIC, c'est vrai que je passais des journées entières sur des sets... sur des plateaux dans le noir, et le soir, j'allais promener PIC au bois pendant 1 heure, 1 heure et demie. Bon, je veux dire, la bascule, elle s'est faite au fur et à mesure. La spécialisation de douleur, elle est venue bien après. Elle est venue en cours de formation, vraiment sur le socle de base de ma formation, où il y avait un écrit à rendre, où il fallait trouver un sujet. Donc là, pour le coup, le sujet était assez évident. Et puis, j'aime beaucoup tout le côté vétérinaire, compréhension du fonctionnement physiologique. C'est quelque chose je peux lire des trucs là-dessus à fond pendant je ne sais pas combien de temps, j'adore. Donc voilà, donc tout ça, c'est un peu empilé et on en est arrivé là. Mais ça a été vraiment par étapes.
D'abord, le fait de faire comportementaliste et pas éducatrice. Vraiment le comportement, les problèmes, les pickles, quoi. C'était vraiment ça qui m'intéressait, qui m'intéresse toujours. Et la douleur, en plus, qui était un sujet pas du tout traité. Et j'ai toujours été persuadée qu'il y avait un accompagnement à faire de ce côté-là, à mettre en place. Du coup, on va pouvoir enchaîner tout de suite sur le sujet. Mais effectivement, moi, j'ai eu envie de t'entendre sur ce sujet de la douleur parce que effectivement, je pense que ça évolue très vite, ce sujet-là. C'est assez récent, finalement, qu'on parle de la douleur chez l'animal et de sa perception de la douleur. C'est encore un truc très, très naissant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu des enjeux presque sociétaux, finalement, que de s'intéresser à cette question ? La douleur chez l'animal, de manière générale, parce que je pense qu'on peut étendre ça à toutes les espèces, au final. Déjà, on peut citer les 5 libertés, parce qu'elle est dans la douleur, elle est dans la 4e liberté, qui est l'absence de douleur, de lésion et de maladie. Donc là, on est dans un bien-être physiologique, mais qui est directement en lien avec les autres libertés, qui est l'absence de peur et de détresse, l'absence de stress physique, voilà. Et puis aussi la capacité d'exprimer les comportements de son espèce. Tout ça, si on est en douleur, c'est pas forcément possible. Le bien-être psychologique, tout ça, c'est lié. Donc du coup, il y a déjà ces 5 règles de bien-être où vraiment la douleur est au centre, à mon sens en tout cas. Et après, on va vraiment parler de bien-être animal dans le sens où il y a l'état mental qui est lié à l'état physique qui est considéré par l'ANSES comme devant être positif pour être en situation de bien-être. Et par rapport à ça, une fois de plus, oui, la douleur, elle est au centre de tout ça. C'est la reconnaissance de la sentience animale, de la relation avec le spécisme, le fait de considérer que toutes les espèces, elles peuvent ressentir la douleur, les émotions, le bien-être, le mal-être, du coup. Et surtout qu'ils puissent percevoir les situations de manière subjective et les environnements et leurs expériences de vie de manière subjective. Et ça, tout ça, c'est tout ce qui constitue la douleur. La douleur, elle va prendre ce qu'on est, nos expériences de vie, notre environnement, notre état d'esprit, nos tendances comportementales, et elle va, c'est de tout ça dont elle va se nourrir. Et c'est la sensation de douleur. On ne ressent pas tous la douleur de la même façon, et ça s'inscrit là-dedans, en fait. Et du coup, on revient à quelque chose de vraiment complètement sociétal. Et notamment, je trouve que si on l'inscrit dans ce qui va se passer demain, dans les problématiques très actuelles, on est dans un concept qui s'appelle le One Health, One Pain, donc une seule santé, une seule douleur. Et ce concept, il va lier de manière très étroite la santé humaine, animale et écologique. À l'heure actuelle, on parle beaucoup de douleur chez les animaux parce qu'aussi on l'étudie, notamment chez le chien. Le chien, il y a beaucoup plus d'études chez le chien que chez le chat ou chez le cheval, qui sont un peu des parents plus pauvres, malheureusement. Tout ça parce qu'en fait, le cerveau du chien, il y a des ponts avec celui de l'humain et ça permet de comprendre aussi les mécanismes de douleur chez l'humain. Donc ces études-là, elles ne sont pas là pour rien. Et c'est là où on se retrouve sur le One Health, One Pain. C'est qu'il y a des enjeux sanitaires, mais qui sont d'un point de vue pluridisciplinaire et global. Ouais. Et c'est tout ce qui est les zoonoses, donc les maladies qui se transmettent de l'homme à l'animal, les épidémies, on l'a vu avec le Covid, les résistances humaines et animales qui sont en train de se mettre en place aux antimicrobiens, la pollution de l'environnement qui passe dans notre alimentation, et les développements de maladies chroniques qui sont souvent multifactorielles, l'asthme, les problèmes d'allergie, tout ça. Donc du coup, tout ça, ça fédère cette santé globale. Et pour moi, la reconnaissance de la douleur à l'heure actuelle et le fait qu'on en parle de plus en plus, ça s'inscrit directement là-dedans. Et du coup, tout ça, ça mène aussi, si on parle de sentience animale, de bien-être, d'antispécisme, on en vient en fait à la définition de la douleur qui a évolué en 2020, sachant que celle d'avant, elle était de 79 quand même. C'est une définition de l'Association internationale de l'étude de la douleur, l'IASP, et elle va intégrer la notion non verbale de la douleur, l'expression comportementale en fait. Okay. Donc on va intégrer les animaux, et aussi tous les humains non verbaux, et les personnes qui n'ont pas la capacité de s'exprimer. Il y en a quand même beaucoup dans nos sociétés. Et du coup, voilà, on en revient encore à ce côté une seule santé. Ok. C'est hyper intéressant. Et effectivement, on voit que c'est des sujets qui sont encore tout naissants dans les hôpitaux, typiquement sur la reconnaissance de la douleur dans les
parcours de prise en charge, etc. C'est un peu le même combat et c'est chouette que, j'ai envie de dire presque pour une fois, tout avance en même temps, que ce soit pour l'humain ou pour le chien. C'est plutôt chouette. Ouais. Si tu devais définir la douleur, alors une définition qui a été posée ou toi une définition avec tes mots, comment est-ce qu'on peut définir la douleur? Alors, ça commence par une stimulation sensorielle, la douleur. Le corps va définir un peu une localisation, une sévérité c'est une discrimination sensorielle, en fait. Et après, du coup, là-dessus, on va avoir une modulation affective. Donc, c'est la réponse émotionnelle de la douleur. Là, ça se passe dans le cerveau. On est vraiment... c'est là où la douleur, elle naît, en fait, parce que toutes ces infos qui remontent finalement du système nerveux périphérique, de tous les capteurs qu'on a partout dans notre corps en périphérique, qui vont définir où il se passe quelque chose, ça va remonter au cerveau et c'est le cerveau qui va définir si ça doit se transformer en douleur, en sensation de douleur. Et là, c'est le cerveau un peu limbique qui s'en charge, donc avec les fonctions essentielles, l'axe du stress, les notions de survie. Et la mémoire, l'apprentissage, c'est un peu tout ça qui joue. Donc la douleur, elle est là en fait. Si on doit définir la douleur, elle est dans le cerveau. C'est le cerveau qui définit si elle est légitime ou pas, quelle est son importance, sa force, et du coup, qui va définir quelle dimension cognitive, quelle réponse motrice en fait il va falloir donner, quels comportements vont être nécessaires pour survivre, pour gérer cette douleur pour qu'elle s'arrête. En fait, la douleur, c'est un signal d'alarme que notre cerveau décide de déclencher en fonction des infos qu'il reçoit. Et lui, il renvoie d'autres informations pour dire ce qu'il faut mettre en place pour gérer cette douleur. Donc, voilà. Et après, si on veut comprendre on en a parlé un peu avant, mais à quel point c'est multifactoriel, on a le modèle biopsychosocial de la douleur qui en fait mélange la génétique, l'état d'esprit émotionnel, les stratégies de gestion qu'on a l'habitude de faire. Est-ce qu'on est quelqu'un qui part au quart de tour ou qui va tout de suite stresser? Les chiens, ils ont déjà un tempérament à l'origine, donc il y a vraiment ce côté-là, comment ils sont construits en termes de tempérament, de leur psychologie. Et après, il y a donc le côté biologique, génétique, l'inflammation dans leur corps, les choses comme ça. Le côté social, comment leurs besoins sociaux sont remplis ou pas, qui va jouer sur la sensation de douleur. Donc c'est là où la relation entre l'humain et le chien joue beaucoup, beaucoup, et qu'on va retrouver beaucoup de chiens aussi qui ont des difficultés de solitude et qui ressentent de la douleur. Parce que quand l'humain part, c'est un support social en moins quand on est douloureux. On ne le sait pas frontal comme lien, mais c'est très présent. Okay. Et après, il y a tout le côté comportemental, comment on dort, comment on mange, voilà, comment notre microbiome est construit. C'est une grosse partie inflammatoire sur le microbiome qui a un rapport avec la douleur. Parce que la douleur est un processus inflammatoire avant tout. Et du coup, on sait maintenant que ce qu'on mange, ça va aussi interférer avec notre sensation de douleur. Voilà. Ok, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments là-dedans. Oui, il y a beaucoup de choses. Ce qui est chouette, ça fait assez le lien, et on a construit aussi ces 2 épisodes comme ça, mais avec le précédent épisode qui est sorti au mois d'avril sur le stress, sur les chiens dits sensibles, où on a vu qu'effectivement le stress, ça répondait avant tout à une fonction de survie, parce que c'est ça qui nous permet de dire ok, là il y a danger ou pas danger. La douleur, c'est un petit peu pareil, c'est vrai, tu l'as dit, c'est vraiment le signal d'alarme qui doit alerter l'individu sur il faut s'arrêter là, se mettre en pause ou aménager en tout cas pour que le corps continue de fonctionner. Donc je trouve que c'est super intéressant, et ça va aussi avec je trouve avec le fait d'écouter sa douleur, ou qui font partie un peu des choses assez récentes qu'on n'entendait pas forcément jusque-là, où il fallait plutôt tais-toi et marche et on avance et tout va bien se passer, quoi. Donc, légitimer la sensation de douleur. Mais ça fait partie encore des boulots à faire pour les chiens. Ouais, carrément. Bon, pour l'humain aussi, je pense. Mais, ouais, mais effectivement, c'est un peu plus en marche pour l'humain. Mais ouais, il y a encore du boulot. Ouais, c'est clair. Mais on est sur un stress, on dit biotique, donc qui vient de l'intérieur du corps. Les autres stress, ils sont abiotiques de l'extérieur, mais c'est la même chose quand on parle de stress. Je pense qu'on peut englober la douleur là-dedans, clairement. Parce que ça, de toute façon, ça allume l'axe du stress. On l'entend dans l'épisode d'avril, mais c'est tout l'axe du stress qui s'allume quand il y a une douleur. Donc c'est
on est ni plus ni moins dans une notion de survie avec tout ce que ça implique. Et du coup, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'aller sur le pourquoi est-ce qu'on ne voit pas forcément la douleur et pourquoi est-ce que c'est un vrai sujet qui apparaît. Et toi, ça a été notamment dans ton cheminement avec Pickles, le gros premier point, c'est comment est-ce que on se rend compte en fait que son chien est douloureux. Nos cerveaux sont faits de plein de biais de perception. Et la douleur, je crois que ça fait partie des sujets sur lesquels ça impacte fort notre capacité à avoir la douleur sur une autre espèce. Surtout, déjà, il faut comprendre comment l'autre espèce voit le monde. Donc ça demande de vraiment cette compréhension-là pour voir aussi les dysfonctions. Y a un biais aussi de spécisme, le fait que l'animal, on considère souvent que les animaux supportent mieux la douleur, ou en ressentent moins, sont plus résistants. On va aussi dissocier les choses en fonction des espèces. Voilà, le chat, il va toujours se débrouiller, il retombe sur ses pattes. C'est un peu tout ça aussi qui nourrit notre imaginaire collectif inconsciemment. Enfin, moi y compris, j'ai beau me documenter sur la question, ça reste dans mon cerveau quelque part, c'est imprégné. Et ça influence aussi nos perceptions. Il y a le fait de banaliser certains comportements ou certaines postures par rapport à certaines races, notamment les hypertypes. Les carlins qui s'assoient de travers, tous les brachycéphales qui ont des problèmes de reflux et qui rotent, c'est normal, mais non, c'est pas normal. Les bergers allemands qui ont le train arrière très bas, ça c'est des choses c'est normal. Mais en fait, c'est souvent accompagné d'inconfort, voire de douleur. Et du coup, ça passe un peu à l'as parce que c'est pareil, c'est culturellement accepté. Et après, il y a la fatalité du vieux chien aussi qui décline dans le même genre. Un vieux chien, c'est accepté qu'il soit douloureux, en fait. C'est normal, c'est la vieillesse. Et c'est pareil chez l'humain. Une fois de plus, on considère qu'une personne âgée va forcément avoir des bobos. Oui, non. Et puis après, on a le fameux biais d'optimisme où on considère que la douleur, c'est pas un problème de chien jeune, en fait. Un jeune chien va pas forcément être douloureux, quoi. Alors qu'on sait très bien maintenant que, on va voir, les derniers chiffres nous disent qu'à peu près 35% des chiens de plus d'1 an sont susceptibles d'avoir de l'arthrose. Donc c'est quand même énorme. Alors tous les chiens qui ont de l'arthrose n'ont pas mal. C'est pas automatique. C'est pas proportionnel, toujours, dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est quand même beaucoup, 35% de jeunes chiens. Carrément. Voilà. Et puis, il y a aussi toutes les étiquettes, comme on disait, grincheux, avec caractère, tout ça. Ça, c'est... Ouais, donc finalement, repérer la douleur chez son chien, ça demande vraiment de quitter ses lunettes d'humain et de rentrer un peu, de s'intéresser vraiment à ce que montre son chien, ce que fait son chien, comment est-ce qu'on le perçoit. Et effectivement, des fois, et c'est toute la difficulté, des fois, on a des chiens qui, par exemple, tu parlais juste de la posture, du fait de s'asseoir, de mal s'asseoir. Il y a beaucoup de chiens qui s'assoient très mal, en fait. C'est compliqué pour un chien de se mettre assis comme nous, on l'entend, le assis très, très académique, très militaire. En fait, il n'est pas très naturel pour les chiens. Et c'est vrai que rien que ça, des fois, c'est là aussi toute la difficulté, c'est qu'on a toujours vu son chien agir d'une manière. C'est au moment où ça se dégrade un peu, qu'on commence à prendre en compte potentiellement qu'il peut y avoir de la douleur ou qu'il peut y avoir quelque chose. Mais c'est pareil, ça marche pour la douleur, mais ça marche pour plein de choses. Mais en fait, c'est vraiment ce truc de considérer comme normal des choses qui, de base, ne l'étaient déjà pas, mais d'attendre un peu que ça se dégrade pour se dire « Ok, il y a peut-être un problème ». Et c'est là toute la difficulté. Et je pense que sensibiliser à la douleur, ça permet aussi peut-être d'aller regarder plus en détail, en fait, au quotidien, comment est notre chien, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il y a des choses qui déjà là sont pas forcément très normales, entre guillemets, qu'est-ce qui est normal, mais... Ouais. Mais c'est là où tu soulèves un point qui est hyper intéressant, c'est quand c'est un chiot, quand c'est un jeune chien et que le comportement il a toujours été là. C'est vrai que c'est là où en fait on n'a pas de comparaison. Souvent la douleur, surtout quand elle est chronique parce qu'elle s'installe tout doucement, mais sûrement. Et on la voit plus, on voit plus les changements parce qu'ils se font dans le temps, ils se font au fur et à mesure. Et c'est normal parce qu'on voit notre chien au quotidien, donc on voit pas ce qui se passe vraiment.
Et souvent, c'est les vidéos dans le téléphone. On va regarder son chien, tu sais, pour ceux qui ont des iPhones, on te rappelle des souvenirs. Ouais. Et tu vois ton chien qui courait il y a 1 an à date. Et tu te dis, genre, tiens, c'est marrant, il court plus pareil. Enfin, oui, c'est des choses comme ça souvent qui font tilt. Ou alors quand il y a une phase aiguë dans la douleur et que là, il y a des comportements qui sont complètement empêchés. Et là, en général, ça déclenche des recherches, mais en fait, il y a plein d'autres choses qui se passent avant. Plein d'autres choses. Et c'est là où c'est pas une maladie du vieux chien. On sait que le chien est douloureux quand il est vieux parce que les comportements sont empêchés. Il ne monte plus dans la voiture. Il veut partir en balade. Ah ben là, on ne peut pas louper. Ouais. Mais quand ces comportements-là sont empêchés, c'est que déjà, on est assez loin quand même dans la douleur. Perception de la douleur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Ouais. Mais c'est la difficulté. Donc à ce stade, on est d'accord que tout le monde aura mis pause pour aller regarder des anciennes vidéos de son chien. Faites-le. Prenez des vidéos de votre chien, allez-y, même si vous n'avez pas d'Instagram. C'est clair. Allez-y. C'est clair, c'est trop intéressant. Ce qui est important là-dedans aussi dans le fait de repérer la douleur, effectivement, donc là tu en as parlé par exemple pour les vieux chiens où c'est très significatif, mais là où il y a quand même de l'enjeu et notamment pour les chiots en fait, parce que je trouve, en tout cas moi dans les suivis chiots, là, comme j'en ai beaucoup en ce moment, notamment sur les conforts digestifs où ça se voit pas en fait, il y a rien qui le montre si ce n'est que notre chien mange tout dans la rue, par exemple. Souvent, ça s'exprime un peu comme ça. En fait, c'est faire le lien entre douleur et comportement. Est-ce qu'il y a forcément un lien entre douleur et problématique comportementale ou pas? Comment est-ce que tu décrirais un peu ça? Oui et non. Je pense qu'on peut plus dissocier douleur et comportement. Pas se dire c'est que l'un ou que l'autre. S'il y a douleur, il y a forcément des comportements associés. Plus ou moins important, plus ou moins problématique au final pour l'humain. C'est ça aussi. En général, on se rend compte quand le comportement, il pose une question, il pose un problème, enfin voilà. Mais il y a forcément des comportements associés parce que le chien va chercher à s'adapter à sa douleur. Des aménagements. Donc il va modifier des choses, dans sa posture, dans son rythme, dans sa façon de gérer les événements. Ça peut être ses stratégies de gestion d'un événement stressant qui va complètement changer. Un chien qui fuyait, qui va se mettre à repousser la menace, quelle qu'elle soit, que ce soit un congénère, un humain inconnu. Après, ça peut se développer sur tout, c'est pour ça que je reste vague. Mais il y a ça. Et puis après, la douleur, c'est émotionnel. Et les émotions, c'est ce qui... Enfin, ça fait partie des choses qui nourrissent nos comportements, qui les motivent, qu'elles soient aversives ou positives. Et du coup, forcément, que ça a des impacts. Mais... je pense qu'il peut y avoir de la douleur sans problématique comportementale. Tout dépend en fait des tendances comportementales qui sont chez le chien, de son vécu, à quel point il est résilient aussi. En fait, c'est la résilience qui va jouer. On en revient au stress en fait et à la résilience en face. Et si le chien a déjà une bonne résilience, il va être capable de gérer la douleur et on ne va pas avoir de problématique comportementale forcément exploser. Nous, par exemple, dans le cas de Pickles, ça a complètement explosé parce qu'il y avait déjà des difficultés en fait. Il y avait déjà quelque chose et juste ça a tout fait gonfler. En fait, la douleur, c'est ça. Ça peut faire gonfler les comportements, ça peut en faire apparaître, ça peut en faire disparaître et ça peut les faire gonfler. Ouais. Et c'est aussi pour ça que nous, en tant que comportementalistes, quand on nous appelle pour un comportement précis, surtout si il y a eu cette explosion-là, mais même s'il n'y a pas eu cette explosion, en fait, on recherche toujours en premier lieu la douleur et faire le lien avec OK, vous avez déjà vu un vétérinaire pour cette problématique-là. C'est toujours des questions qui déconcertent un peu les clients quand on arrive et qu'on pose ces questions-là. Mais finalement, voilà, c'est aussi signe qu'on prend en considération et qu'effectivement, un des premiers facteurs, il peut être déjà physiologique et auquel cas, on ne va pas traiter le problème de la même manière, quoi. On ne va pas traiter le motif de l'appel de la même manière du tout, quoi. Donc ça, c'est un point important. Et surtout, il y a plusieurs types de douleurs. Parce que là, justement, on parle d'explosion des comportements. Donc, nous, on l'a vécu parce qu'il y avait un déclencheur de douleur aiguë, qui était du coup la pyroplasmose, où là, il y a d'un coup, la douleur, elle a explosé. Donc, du coup, on a vu la différence. En fait, la douleur aiguë, c'est une douleur qui est fonctionnelle, qui a un but, qui est la guérison. Elle est là pour ça. Elle est là pour limiter nos mouvements, éviter qu'il y ait plus de douleur, éviter qu'il y ait plus de dégâts dans le corps, et donc, du coup, qu'on guérisse.
elle est au service du corps, en fait. On dit que c'est une douleur physiologique. C'est une bonne douleur. Et là où, en général, ça se gâte, c'est quand la douleur, elle devient chronique. Et la douleur chronique, elle commence par une douleur aiguë. Donc, c'est vrai que nous, en tant que comportementalistes, quand on nous appelle et qu'il y a un changement brutal de comportement, là, on va être davantage, probablement, dans une douleur aiguë ou une phase aiguë dans une douleur chronique. Mais en tout cas, il y a un moment, un flair important. La courbe, elle fait un pic, la courbe de douleur, où ça va permettre de déclencher des recherches vétérinaires. Mais après, il y a aussi toutes les phases de douleur chronique qui vont vraiment, elles, réécrire le cerveau en profondeur, modifier les comportements et l'état d'esprit du chien, en fait. C'est ça qui est la grosse différence, elle est là. Et souvent, c'est à ce moment-là que ça se complique et que c'est difficile pour les gardiens de faire la différence. C'est-à-dire que les changements, ils vont être subtils, progressifs. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le chien, il ne va pas devenir réactif congénère. Si on doit poser une étiquette de pré-comportemental. Mais au fur et à mesure, ça va se compliquer, ou alors il va y avoir plus de frustration dans les relations avec les congénères croisés, et ça va augmenter, et devenir de plus en plus aversif. Et il va y avoir une réactivité, entre guillemets, plus importante qui va se mettre en place. Mais ce sera une issue dans le temps. Et la douleur, elle a été là tout du long. Et ça aura été une douleur chronique qui perdure au-delà de la guérison, en fait, au-delà de sa fonction. Donc elle n'a plus de fonction, elle est plus bonne pour le corps, elle le dessert même. Et on va parler, il y a des classements maintenant, c'est la bonne douleur et la mauvaise douleur. Donc là, on est vraiment dans la mauvaise douleur, la douleur chronique, celle qu'on ne veut pas voir. Et c'est là où c'est hyper important, même quand on fait castrer son chien, de demander des antidouleurs après. Parce que rien que ça, c'est déjà... En fait, la douleur, c'est un apprentissage. Donc du coup, au moment de la castration, encore plus au moment de la stérilisation pour les femelles, parce que c'est plus invasif comme procédure, on va avoir des douleurs post-opératoires qu'on ne veut pas voir devenir chroniques. On veut pas que le cerveau il enregistre ces douleurs, que ça devienne vraiment une autoroute, quoi, dans les schémas neuronaux. Et du coup, c'est tout ça qui joue dans le rapport entre douleur et comportement. Ok. Trop intéressant. Du coup, se pose la question de comment est-ce qu'on accompagne un chien qui est douloureux, et notamment avec une douleur chronique. On parlait un peu de faire appel à un vétérinaire, et évidemment, quand on parle de physiologie, on pense au vétérinaire. Toi, tu as mentionné le fait que tu avais rencontré des difficultés aussi à faire prendre en charge en fait cet aspect-là de il y a eu la maladie, il y a eu la pyroplasmose, et puis après il y a eu des douleurs. Et la pyroplasmose, généralement il n'y a pas trop de questions, on sait comment on la traite, en tout cas les vétérinaires savent comment la traiter. La douleur, par contre, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça, de cet accompagnement, est-ce que c'est quelque chose de développé chez les vétérinaires que de prendre en compte cet aspect douleur, sensation qui est ressentie ou pas? Chez les vétérinaires, il y a plein de contraintes en fait liées à la façon dont les vétérinaires vont rencontrer nos chiens, vont les voir, qui va faire que c'est pas forcément facile pour eux d'identifier la douleur. Surtout les douleurs chroniques qui sont un peu subtiles, qui vont modifier les comportements, mais il va pas y avoir forcément d'indices, par exemple à la manipulation. On parlait au début de la définition de la douleur où c'est des infos qui remontent au cerveau, donc c'est au niveau des nocicepteurs, ces capteurs qu'on a en périphérie du corps et dans nos organes. Pour constater la douleur pour un vétérinaire, lui, il va examiner le chien d'un point de vue de la nociception, d'un point de vue mécanique. Ouais. Et souvent, alors c'est pas moi qui le dis, c'est Thierry Poit qui est fondateur de Cap Douleur. Parce que moi, je ne me permettrai pas de dire ça, mais en fait, l'approche est souvent très cloisonnée par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir un examen, une manipulation du chien quand c'est possible, et s'il n'y a pas de réaction comportementale forte, ou même moyenne, enfin le vétérinaire va, lui, pas pouvoir forcément voir de douleur. C'est-à-dire qu'il y a un manque de temps aussi pendant les consultations. Le vétérinaire ne peut pas tout voir parce qu'on est dans une salle qui est petite. Certes, le chien va marcher de la salle d'attente jusqu'à la salle de consulte. Ça, c'est un moment d'observation pour les vétérinaires qui est hyper important. Mais c'est quand même assez réduit par rapport à ce que nous, gardiens, on voit au quotidien. Pareil, nous, on a des comparatifs que eux n'ont pas forcément. Donc tout ça, c'est des choses qui rendent parfois
l'identification d'une douleur, en tout cas chronique, plus difficile, sans avoir de moments où la douleur, elle flambe. Là, on va voir plus de choses. Et la prise en compte des facteurs comportementaux, ça avance, mais c'est pas encore pris en compte partout. Et souvent, après, les vétérinaires, ils vont chercher une preuve en termes d'imagerie, de prise de sang. Eux leur métier, c'est de trouver les signes d'appel et de creuser sur ces signes d'appel. C'est la médecine vétérinaire, et après de référer si c'est pour des choses précises. Mais souvent, la douleur, elle n'est pas toujours corrélée à l'avancée de la pathologie. On en parlait un petit peu par rapport à l'arthrose tout à l'heure. Oui, il y a 35% des chiens actuellement qui ont potentiellement de l'arthrose, mais ils n'ont pas tous mal. Et après, il y en a qui vont avoir un tout petit peu d'arthrose et qui vont être en douleur jusque là-haut. Et en fait, sur les radios, pour autant, on voit rien. Mais au quotidien, en termes de comportement, on voit qu'il y a de la douleur. Et ça, c'est un truc, le vétérinaire, lui, s'il n'a rien sur son imagerie, ça va être un petit peu plus compliqué pour lui de naviguer. Et après, c'est plus les vétérinaires comportementalistes. Et on parle même pas là des chiens, ou en tout cas c'est mon cas, je sais pas pour Pickles, mais qui sont ultra stressés chez le vétérinaire par exemple, où là on ne voit rien en fait. Enfin, en tout cas une personne externe ne peut absolument rien voir. En tout cas moi je sais que c'est le cas chez Charlie. Je ne peux compter que sur moi pour déceler quelque chose quoi. Ce qui donne une responsabilité supplémentaire. Oui, mais puis là, oui, déjà, oui, ça veut dire que c'est la tâche incombe au gardien d'être l'avocat de son chien pour se faire entendre. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même à prendre en compte. Mais moi, je sais que souvent, il y a une forme d'inhibition qui se met en place. Pickles, pendant sa pyroplasmose, pour voir qu'il avait mal, fallait... Moi, je le voyais quand il se levait tout raide, mais sinon, chez le vétérinaire... Parce qu'en fait, il y a d'autres processus qui se mettent par-dessus. Il y a donc l'inhibition, l'axe du stress qui s'allume et c'est pas le moment d'avoir mal. Donc du coup, comme on est en mode survie parce qu'il y a le stress de la douleur plus le stress du veto, du coup, le corps, il fait en sorte d'être fonctionnel. C'est pas le moment de boiter. Il y a tous les shoots hormonaux qui sont faits pour ça. C'est bien fait, le corps. Et après, il y a toute la partie où, on l'a dit, la douleur, elle est différente dans son expression pour chaque chien. Et ça, quand il y a un protocole un peu uniformisé, parce qu'il y a des contraintes de temps, du coup, on loupe des choses. Forcément, c'est normal. En même temps, il faut bien pouvoir faire rentrer les choses dans une consultation. Ouais. Donc ça, c'est un peu toutes les limites de la pratique. Et c'est là où, justement, les vidéos, les photos... Là, vos vétérinaires, ils vont pouvoir voir comment ça se passe à la maison, ce qui va pas. Enfin, moi, je l'ai fait à plusieurs reprises avec ma vétérinaire. Une balade avec un autre chien, Pic, il poussait des petits cris aigus dès que le chien allait vers son arrière-train. Autant se dire que là, moi, j'ai déclenché le vétérinaire tout de suite. Et du coup, j'ai filmé. Et c'est ça qui m'a permis de lui montrer, parce que dans la salle de consulte, Pic, il n'a pas fait ses petits cris, quoi. Et du coup, ça lui a donné beaucoup, beaucoup d'infos et ça a permis d'avancer. Donc ça, c'est vraiment... on en revient au téléphone, au fait de prendre des vidéos et de pouvoir amener le quotidien, en fait, chez le vétérinaire. Complètement. Il y a aussi tout ce qui est prise de données. Quand on travaille, justement, avec un comportementaliste, on peut, après, le présenter au vétérinaire. Je sais que sur tout ce qui est, dont on parlait tout à l'heure, douleur viscérale, gastro, etc., tout ce qui est stéréotypie orale va potentiellement être significatif. Pas forcément, mais ça donne une piste. Ça veut dire que peut-être il y a quelque chose derrière au niveau viscéral. Donc ça va ouvrir des possibilités d'exploration que le vétérinaire n'aurait pas eu juste en faisant un examen dans sa salle d'examen, quoi. Oui, complètement. Et effectivement, c'est important d'avoir des vidéos. Encore une fois, on l'a cité dans plusieurs épisodes, mais typiquement, la perception d'un comportement d'une personne à une autre, elle peut être complètement différente. Et quand vous allez dire à un professionnel, que ce soit votre comportementaliste, votre vétérinaire, mon chien fait ça, ou il est comme ça, et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Il fait ça. C'est très, très subjectif, en fait. Et c'est très difficile de se baser et de mettre en place un plan, qui soit médical ou comportemental, sur un truc aussi flou que mon chien fait ça. Donc c'est vrai qu'avoir des preuves vidéo de ce qui se passe, ça permet vraiment d'objectiver le comportement et de
de s'adapter et de mettre en place la réponse qui convient, quoi. Et puis, même moi, en tant que comportementaliste, je vais y mettre des choses avec mon œil de comportementaliste et le vétérinaire va y mettre des choses avec son œil de vétérinaire, sa formation, ses compétences qui sont pas les mêmes que les miennes et moi que je n'ai pas en fait d'ailleurs. Et ça va se compléter. Et ça, c'est vraiment idéal pour ça. Et puis après, il y a les vidéos, mais il y a aussi tout ce qui est les questionnaires. Il y a quelques questionnaires qui ont été validés, notamment pour l'arthrose. Le questionnaire, le LOAD de Liverpool, et le CBP, lui, qui est plus pour l'arthrose aussi. Mais c'est des questionnaires qui sont à remplir par les gardiens en amont et qui permettent d'arriver chez le vétérinaire avec quand même des mesures et surtout de prendre des mesures régulières et de pouvoir montrer que la mesure, elle a changé. Donc, du coup, il y a quand même une problématique qui se développe. Okay. Donc, ça, c'est aussi pareil, c'est ce suivi dans le temps qui joue. Ouais. On en revient là aussi. Ouais. Carrément. Au niveau comportemental, du coup, là, on a parlé un peu de l'accompagnement vétérinaire. On allait parler un peu plus de l'accompagnement comportemental avec un comportementaliste, on va dire, d'un chien qui a une douleur chronique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, moi, c'est une démarche qui se construit vraiment au fur et à mesure. Alors, moi, mon but, quand j'aborde tout cas de douleur chronique, c'est d'abord de faire un premier bilan à date, de revoir avec le gardien toute l'anamnèse croisée entre anamnèse santé et donc vraiment l'historique santé et l'historique comportemental. Parce que en fait, quand on compare les deux, souvent, on trouve des moments où ça se rejoint, où ça se corrèle. Alors, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet établi. Et après, ce bilan, il va me permettre d'établir des pistes comportementales, les tendances de base aussi qui sont là chez le chien, comment on fait tout le début de vie, la façon de vivre au quotidien, comment ses besoins sont remplis, ce qui est un peu en somme classique pour un comportementaliste, mais sous l'angle de la douleur. Et en fait, en fonction de tout ça, mon but, c'est de pouvoir préciser le fait de voir, d'apprendre à voir, à regarder ce qu'il faut regarder chez son chien, à voir les crises qui arrivent, pouvoir les prévenir, les anticiper. Ça, c'est vraiment le but ultime. Parce que dans beaucoup de maladies dégénératives, que ce soit l'arthrose ou tout ce qui est aussi les MICI, les problèmes de digestion, on va avoir des crises qui vont revenir régulièrement. On le sait. On sait que c'est la gestion de ces crises-là qui vont permettre aussi de calmer l'inflammation plus vite et puis de ne pas dégrader les choses à long terme, que la progression de la maladie soit freinée. Donc moi, mon boulot en tant que comportementaliste, en gros, c'est de vraiment faire équipe avec les gardiens, d'amener toutes les infos que je connais, les infos scientifiques qui ont été validées, documentées sur l'expression potentielle de la douleur. Et eux, ils vont amener leurs observations au quotidien, la connaissance de leur chien. Et on va rejoindre tout ça pour trouver comment l'expression de la douleur se fait chez ce chien-là ou cette chienne-là en particulier. Ouais. Et après, donc du coup, c'est vraiment pareil dans le temps, apprendre à travailler son œil pour pouvoir limiter ses crises et que la qualité de vie soit le moins impactée possible. Donc après, ça passe par le travail de résilience, l'aménagement au quotidien de la maison, l'intérieur, pour prévenir, par exemple, dans le cas de l'arthrose, tout ce qui est glissade, saut, voilà, tout des moments un peu où le chien va pouvoir se blesser et déclencher une crise. Qu'il va y avoir un micro-traumatisme sur l'articulation qui va créer une phase inflammatoire plus importante dans la maladie. Et tout ça, en fait, on peut le travailler au quotidien au niveau comportemental. On va travailler aussi tout ce qui est gestion émotionnelle. Mais après, ce qui est bien aussi quand on arrive à voir les crises, c'est aussi qu'on arrête de travailler pendant les crises. Ouais. C'est que justement, on fiche la paix au chien. On le laisse tranquille. Il est occupé à gérer sa douleur. Nous, notre job, c'est de déclencher un peu dans notre jeu de cartes ce qui est intéressant pour le chien. Du coup, d'aller chez l'ostéo, chez l'acupuncteur, de déclencher un rendez-vous vétérinaire pour, par exemple, des anti-inflammatoires ou tout ce que le vétérinaire jugera bon pour éteindre la crise, etc., etc., etc. Et adapter aussi l'exercice physique. Ça joue aussi beaucoup. Les périodes d'échauffement, aussi le retour à un moment calme en fin de balade. On va aussi travailler des compétences de fond sur la relation congénère, le fait de ne pas jouer de manière trop active, parce que ça aussi, ça peut être il peut se passer plein de choses qui vont créer des crises à ces moments-là. Donc, on va préparer l'avenir
éviter les crises et aider le chien à les passer. Ouais, ok. C'est super intéressant. Ça donne vraiment envie de creuser ce sujet encore plus, je trouve. C'est très chouette. Ouais, c'est un peu infini comme sujet quand on mène les dedans. C'est clair, j'y m'étonne. Et c'est surtout... c'est à chaque pathologie, au final, il y a des choses différentes à faire. Puis chaque chien, avec une même pathologie, va pas du tout le ressortir pareil. Il y a des chiens qui ont certainement des niveaux de douleur très, très élevés et qui vont pas du tout l'exprimer au niveau comportemental. Il va pas y avoir de comportement inadapté du point de vue de l'humain, quoi. Et ça, c'est assez fou des fois à voir. C'est là où c'est vraiment, on en revient au début de la discussion, où c'est au chien de nous dire quelle est sa perception de la situation et de sa douleur. Ouais, clairement. Dans le précédent épisode sur la sensibilité, entre guillemets, on avait pas mal parlé d'accompagner le chien avec une médication. Et ça fait plusieurs épisodes qu'on en parle parce que c'est important de banaliser un peu le recours à des outils comme ça. J'imagine que pour la douleur, c'est un gros sujet également. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cet aspect-là ? La douleur, elle va mettre en difficulté le chien sur son émotionnel, sur sa capacité à gérer ses émotions. Et du coup, c'est vrai que la médication qui va du coup l'aider à se réguler de ce point de vue-là, elle est importante. Et là, on va trouver vraiment l'association douleur-anxiété et douleur-gestion émotionnelle. Et c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends l'exemple de l'arthrose, parce que c'est facile, un exemple. Et ça va parler à plein de gens. Mais un chien arthrosique qui a mal, il va avoir beaucoup plus de difficultés pour certains chiens à gérer son émotionnel. Il va être plus excité, par exemple, au moment du repas. Le moment du repas, c'est un moment qui n'est pas facile à gérer, où il faut être attentif au fait que, par exemple, le chien ne va pas glisser, se dépêcher d'aller à sa gamelle, sauter. Enfin, voilà. Ouais. Là, l'émotionnel déborde parce que le chien est en douleur. Mais le problème, c'est qu'en débordant, l'émotionnel va lui faire des gestes où il ne va pas ressentir sa douleur sur le moment, où il va se faire mal et où après, il va y avoir un contre-coup. Donc, en fait, on est dans un cercle vicieux qui se nourrit de difficultés émotionnelles et de douleurs. Et plus il a mal, plus il va avoir des difficultés émotionnelles, plus il risque de se faire mal, etc., etc., etc. Et ça, du coup, c'est un cercle vicieux. On aura beau traiter la douleur, si derrière l'émotionnel n'est pas géré, si le chien en a besoin, bien sûr, et ben du coup, ça va continuer à nourrir et on n'arrivera pas à limiter les petits traumatismes, les petits accidents, voilà, tout ça. Et du coup, la médication, elle est là aussi pour ça. Elle est là aussi pour descendre l'anxiété. Parce que douleur et anxiété, les matrices au niveau du cerveau, elles sont très liées. Le cerveau limbique est à l'origine des deux. Et du coup, si on ne traite pas l'anxiété, parce que la douleur, comme du coup, elle impacte notre survie, on ne peut pas expliquer à un chien qu'il va pas mourir de son arthrose, tu vois. Et c'est pas... Le chien, il n'a pas cette capacité-là de se dire que cette douleur-là qu'il ressent, c'est une douleur chronique, que c'est inadapté, tout ça. Tout ce que nous, on vient de se dire, lui, il peut pas l'intégrer. Donc, du coup, lui, ça reste un signal d'alarme et c'est de la survie tout le temps. Et ça, si on n'éteint pas un petit peu ce côté-là grâce à la médication, si on ne l'aide pas à sortir de ça, du coup, la sensation de douleur, de vigilance qui va avec, du coup, de perception augmentée de déclencheurs, parce que plus on est vigilant, plus on voit des déclencheurs, et ben, tout ça s'auto-nourrit et on n'arrive pas à en sortir. Et juste médicamenter la douleur ne suffira pas. Ouais, ok. Tout est lié, quoi. C'est là où le fait que la douleur soit dans le cerveau, ça change tout. Si c'était simplement la douleur, elle vient de ma coupure au bout de mon doigt, au bout de mon coussinet, ce serait plus simple. Ouais, carrément. Toi, dans ton expérience perso avec Pickles, d'avoir dû... de l'avoir accompagné en tant que chien avec une douleur chronique, comment est-ce que tu as vécu ça ? Et quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui, là, après l'écoute de cet épisode, se dirait « Ok, bon, il va falloir prendre le taureau par les cornes, entre guillemets. » Ouais. C'est de bien se rendre compte que la douleur chronique, c'est une course de fond. C'est quelque chose qui... Je crois qu'en tant qu'humain, on a toujours envie, et moi j'ai mis du temps avant de m'en débarrasser de ça, on a envie de guérir notre chien.
on a envie qu'il aille mieux, que la douleur, elle soit mise de côté, que ce soit un peu terminé, quoi. Que ça y est, on sait ce qu'il a, on va pouvoir lui donner le bon médicament et ça va aller mieux. Et on va reprendre une vie, la vie qu'on projetait avoir avec son chien. Et ça, alors sur certaines pathologies, c'est plus abordable que d'autres, mais je pense que c'est pas un objectif. L'objectif, c'est augmenter la qualité de vie de mon chien, pouvoir faire plus de choses, que lui soit bien dans sa vie, que du coup, je puisse faire des choses avec lui. Mais je crois que s'enlever cet objectif de vouloir guérir son chien au sens revenir au zéro douleur, c'est lourd. C'est hyper lourd. Enfin, il faut se l'enlever, c'est vraiment s'alléger. Moi, je sais que ça a vraiment été tout un chemin. Je crois qu'il y a la prise de conscience déjà, que son chien a mal, tout le monde n'est pas à l'aise forcément avec ça. Ça peut mettre du temps de se sentir aussi, de prendre le taureau par les cornes. Et quand on se sent, il faut se dire, voilà, moi mon but, c'est d'augmenter la qualité de vie de mon chien, c'est qu'il vive le plus longtemps possible, parce que gérer la douleur et prévenir les crises, c'est prolonger la vie de son chien littéralement. Parce que du coup, ça fait moins avancer la douleur. Elle sera toujours là. De toute façon, la douleur, elle fait un peu partie de la vie. Pour moi, c'est un gros point quand on est gardien d'un chien en douleur chronique. Et parce que oui, c'est un marathon, puis c'est un marathon financier, charge financière, charge mentale, charge émotionnelle. Il y a beaucoup de chiens aussi qui deviennent intolérants face à leurs congénères quand ils ont des douleurs chroniques. Et ça, ça peut aussi être un peu isolant. C'est tout ça un peu qui se joue, et je crois qu'il faut structurer, essayer d'y aller étape par étape. Qu'est-ce qu'il a? Essayer de localiser. Si on n'y arrive pas, quels sont les symptômes? Comment on peut travailler sur les symptômes? Et au niveau comportemental et au niveau veto. Et surtout, pas lâcher l'affaire. Pas lâcher l'affaire. Faut pas se dire, ok, il a des gastrites chroniques, bon, il a mal au ventre une fois tous les 2 mois, tant pis. Enfin, c'est dur, hein. C'est super dur de pas... parce que c'est un mélange entre du lâcher-prise, parce que les crises, elles reviendront toujours, qu'il faut les accepter, que c'est OK, que voilà, on ne peut pas, nous, en tant qu'humains, arriver à les éviter. C'est trop lourd de se dire ça. Mais par contre, il faut aussi rester un peu proactif dans le fond. Dire, tiens, là, il y a un truc qui a changé. Peut-être que je fasse gaffe. Et des fois, je pense que c'est cet équilibre-là qui est vraiment à trouver. Et je pense qu'une fois qu'on a trouvé ça, en tant que gardien, déjà, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce qu'on arrive un peu plus à prendre du recul et puis à le vivre un peu mieux. Voilà. Ouais. Moi, il y a deux choses que ça m'évoque, ce côté accompagner son chien, mais globalement, je pense que c'est même au-delà de la douleur, et ça touche... globalement, quand ça touche à la santé de son chien, le premier truc, c'est déjà de... Je pense que moi, je suis très comme ça pour moi, et j'ai tendance à l'être aussi avec mes chiens, mais parce que j'ai une vraie aversion avec le fait d'aller chez le vétérinaire, et j'en ai de très mauvaises expériences. Donc, j'ai plutôt tendance à attendre que le problème soit vraiment, vraiment là pour me dire j'y vais, quoi. Et ça, je sais que je pense qu'il y a plein de gens dans ma situation. Et c'est très difficile, et des fois, c'est très culpabilisant aussi de se dire qu'on est passé à côté de choses. Donc, c'est un vrai chemin à faire, mais déjà d'en avoir conscience que c'est une difficulté pour nous que d'aller consulter, que de prendre un problème en considération. Là, on parle de la santé, mais ça va aussi avec le comportement, le fait de faire appel à un comportementaliste, etc. etc. hein. Mais c'est vrai que dans la prise en charge de l'aspect physiologique et douloureux de notre chien, c'est compliqué, parce qu'en plus, c'est généralement un domaine qui nous échappe. Enfin, je veux dire, c'est des connaissances qu'on n'a pas. On n'est pas vétérinaire. On connaît notre chien, certes, mais il y a toujours un doute. Et enfin, voilà, on maîtrise pas le sujet, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Tu voulais dire quelque chose là-dessus? Ouais, ça me fait penser à une chose, c'est que j'ai fait un colloque sur la douleur chronique le week-end dernier. Ouais. Et il y a une phrase qui était assez vraie, qui m'a interpellée, qui a été dite. Alors, c'était un colloque en plus de vétérinaire. C'est, en tant que vétérinaire, on peut dire qu'on ne voit pas de douleur à un instant T, mais on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Et souvent, c'est vrai que nous, dans nos oreilles de gardien, quand on a envie, en fait, que notre chien il aille bien, c'est normal. Et quand on sort du vétérinaire et qu'il nous dit il n'y a rien ou ça va,
et ben, on se dit que c'est bon, c'est fini, on peut refermer la porte. Enfin, on va s'arrêter à cet avis-là. Et même si on a des doutes, du coup, on va être un peu ambivalent parce qu'on se dit quand même, j'ai des doutes, je suis pas sûre. Et en même temps, ben, j'ai cette conclusion-là qui m'arrive de quelqu'un qui a des compétences que je n'ai pas, clairement. Et du coup, bah, je pense que de se dire qu'il faut entendre qu'à ce moment-là, la douleur n'est pas visible. Mais est-ce qu'il n'y en a pas? On n'en sait rien. On ne pourra jamais faire cette déclaration, en fait, personne. Et déjà, je trouve que ça temporise un petit peu les choses. Clairement. C'était effectivement le deuxième point que je voulais amener, c'était le côté, vous êtes le seul avocat de votre chien, et ça, face à tout professionnel, et face à tout autre chien et tout autre propriétaire de chien, c'est un sujet très vaste. Mais notamment sur l'aspect médical, j'ai en exemple en tête une amie qui savait, qui ressentait que son chien avait quelque chose, et elle a mis des années, vraiment, littéralement, à arriver à avoir vraiment un diagnostic et de rencontrer un vétérinaire qui a pris en considération ce truc de « Mais non, mais ok, là, les analyses courantes, il n'y a rien, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. » Et qui a effectivement fini par trouver que son chien avait été atteint d'une méningite et donc était douloureux. Et ça, c'est un vrai truc. Je pense qu'elle écoutera cet épisode et qu'elle se reconnaîtra. Mais c'est un vrai sujet que de se faire confiance aussi et que de pas hésiter à pousser la porte d'autres cabinets, de se renseigner par soi-même, d'aller voir d'autres personnes, etc., de prendre différents avis pour finir par arriver à trouver quand on sent, on voit, on perçoit comme ça que son chien est pas bien et pas s'arrêter au « c'est bon, il a rien, vous pouvez rentrer chez vous ». Ouais, faut pas lâcher. Et après, il y a aussi une réalité qui est un peu parfois difficile à accepter, c'est qu'il peut y avoir des symptômes sans que la pathologie soit suffisamment avancée pour que ce soit diagnosticable. Enfin, pas toujours poser un diagnostic, quoi. Ouais. Et après, est-ce que pour autant on peut rien faire? Non. Mais les diagnostics, c'est pas non plus forcément une fin en soi. Moi, je vois pour Pickles, donc du coup, on a eu la pyro, cette douleur chronique là qui s'est mise en place et qui n'est jamais partie en fait. Donc ça fait maintenant 3 ans et demi. Et là, il y a 6 mois, on a un neurologue qui nous a dit que pour lui, il y avait une suspicion de Wobler. Donc Wobler, c'est des instabilités cervicales. Donc c'est une pathologie qui ne se voit, enfin c'est un syndrome qui ne se voit qu'en dynamique. Donc du coup, tu peux faire des scanners s'il n'y a pas de déformation des vertèbres ou s'il n'y a pas un écrasement de la moelle épinière qui est là, visible au scanner. Du coup, ça s'est suffisamment détérioré pour être présent tout le temps. On ne peut pas le voir. Et du coup, lui, sa conclusion, ça a été vous observez votre chien, vous avez vu des choses au niveau comportemental, des évolutions, etc. Mais en termes vétérinaires, on ne peut pas encore le diagnostiquer parce que les imageries ne le permettent pas, ou alors il faudrait faire des images contraintes, etc. Et là, le bénéfice pour Pickles, il n'est pas fou, quoi. Moi, ça ne va rien m'apporter de plus de savoir qu'il a un Wobler, enfin d'en être sûr maintenant, que dans 2 ans. Ouais. Par contre, j'ai déjà un scanner de fait. Et si dans 2 ans, il faut refaire un scanner parce que ça s'est dégradé, et de pouvoir les comparer et de se dire, voilà, il y a eu une évolution, ça va être vraiment intéressant. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, on a fait un scanner, même si on savait déjà de base que, a priori, on n'allait rien voir. Ok. Donc voilà, les diagnostics, c'est toujours... c'est pas simple parce qu'on aurait très envie de savoir ce que c'est. Ça rassure, ça donne l'impression qu'on a aussi une prise sur les événements. Nous aussi, ça marche comme ça, c'est comme eux... Comme les chiens, on a besoin de prédictibilité et de prise sur les événements stressants pour nous rassurer, nous permettre de mieux gérer le stress. Et je crois que c'est vraiment un des points qui est compliqué sur certains chiens où on n'arrive pas à avoir de diagnostic. Mais il y a des choses à faire en symptomatique, en comportement, au quotidien, de gestion, de toute façon pour les préserver. Donc moi, c'est ce que j'applique avec le mien et ce que j'essaye de transmettre aux personnes que j'accompagne, c'est... on peut être proactif quand même. Alors, beaucoup de précautions. Et pas, moi, je ne vais pas partir à faire du fitness, machin truc, parce que je vais le faire, mais de manière très précautionneuse avec Pickles, parce que peut-être qu'il a ça, mais peut-être qu'il a autre chose. Et après, peut-être que si demain, je vois que ça se dégrade, mais que ça ne va pas dans le sens du Wobler, peut-être que je redéclencherai d'autres analyses. Et que là, on verra quelque chose. Mais pour l'instant...
scanner, radio. Il a même une ponction articulaire. On est allé voir plein de choses et il n'y a rien. On avance à tâtons, quoi. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est la douleur chronique, souvent, c'est plus un parcours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à aller chez le vétérinaire et dès la première fois où on soulève le fait qu'il y a une douleur, on va forcément trouver. Là, peut-être il va falloir qu'il y ait plusieurs épisodes, malheureusement, pour pouvoir trouver ce que c'est. Parce qu'aussi, chaque épisode va donner plus d'infos au vétérinaire. C'est ça le truc, en fait. C'est que plus ça progresse quand même, plus on a des infos, plus il y a des signes d'appel et plus ils peuvent creuser dans le bon sens. Sinon, c'est un peu infini. Hein. Si on commence à creuser dans tous les sens au niveau santé, c'est quand même pas... C'est toujours aussi ce bénéfice-risque de faire subir tous les examens à son chien, suivant aussi s'il est très manipulable ou pas. Cas de douleur, les réflexes défensifs sont quand même importants. Donc du coup, voilà. C'est... moi, je dis toujours que c'est vraiment tout un travail d'équipe. Enfin, je fais toujours un gros schéma où il y a le gardien avec son chien au milieu et après, il y a une équipe de plein de personnes différentes parce que ne pas aller... Enfin, le rapport au vétérinaire, c'est une chose, mais il y a aussi l'ostéopathe, les masseurs. Si on a des pet-sitters, c'est des personnes qui peuvent faire remonter des infos aussi. Un toiletteur sur les chiens qui ont vraiment besoin d'être toilettés. Il y a des choses qui se repèrent au toilettage. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe de toutes les personnes qui sont en rapport avec le chien. Ouais. Et qui vont avoir un autre angle de vue. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie, toi, d'avoir Pickles qui rentre dans ta vie et puis de l'accompagner sur tout ça, finalement? Beaucoup de remises en question, de lâcher prise. Il a fallu que j'apprenne au niveau comportemental autant qu'au niveau vraiment accompagnement veto. Travailler aussi ma capacité à voir les choses de la perspective d'une autre espèce, d'un autre individu de manière générale, je crois, en fait. Au-delà du côté interespèce. Et dézoomer de ma propre perception et de mes propres émotions. Ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve que dans avoir un chien en douleur chronique, ça nous apprend ça aussi. Parce qu'on a nos propres traumatismes vis-à-vis des différents épisodes de douleur. Et par exemple, la pyroplasmose, encore cette semaine, j'étais chez ma vétérinaire à dire « il va pas bien, en ce moment, c'est l'éthique. » Et je lui dis « mais j'ai un gros biais. » Attention, je suis un peu traumatisée de cette pyro. Et du coup, moi, c'est tout ça que ça m'a appris d'avoir Pickles. Ça, c'est de réussir à mettre mon curseur au milieu de tout ça. Enfin, j'ai appris, je sais pas, mais on va dire que ça m'a fait progresser. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager au sujet de la douleur à nos auditeurs? En termes de ressources, je l'ai déjà un peu cité plus haut, je crois. C'est Canine Arthritis Management. C'est un super site. Alors, c'est en anglais, mais le clic droit sur Chrome est super. Donc, franchement, même si vous n'êtes pas anglophone, allez-y et faites ce clic droit sur Chrome parce que c'est une bible d'infos sur l'arthrose. Vraiment. Le docteur Anna Capon qui a mis en place ce site et qui le nourrit au quotidien. Vraiment, c'est génial tout ce qu'elle met. Et là, il y a une vraie démarche pluridisciplinaire qui inclut le comportement dans la reconnaissance de l'arthrose. Donc, faut pas hésiter à aller. Et ils ont un super groupe Facebook de soutien qui s'appelle Holly's Army. Donc là, c'est des groupes de particuliers et qui ont des chiens diagnostiqués arthritiques. Ce groupe, en fait, il va vraiment du diagnostic jusqu'à la fin de vie des chiens. Et je trouve ça vraiment génial, les partages qui sont faits là-bas. Aussi, beaucoup de partages infos de produits intéressants. C'est-à-dire quelle rampe choisir, comment faire pour que mon chien il passe tel pas de porte, etc., etc. Il y a tout ça en fait qui va être traité. On peut poser les questions, les gens répondent et partagent eux ce qu'ils ont testé, approuvé. Et ça, c'est un gain de temps et d'argent, l'air de rien, très très précieux. Ouais. Et en deuxième ressource, j'avais pensé à vous partager Cap Douleur, qui est un réseau français de cliniques qui ont été formées à la gestion de la douleur de manière un peu plus précise. Donc, il y a aussi un blog sur leur site qui est intéressant, qui va permettre de se mettre à jour sur les derniers papiers scientifiques, mais et aussi toutes les possibilités qu'il y a en termes de gestion de la douleur. Donc, le site est assez riche aussi et dense. Et après, il y a une carte de toutes les cliniques en France, donc qui permet de voir à côté de chez soi une clinique labellisée. Génial, trop cool. Je me mettrai tout ça en description de l'épisode.
Mais très très cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de la niche? À qui est-ce que tu passeras le micro? Alors, j'ai pas pensé à quelqu'un de particulier, mais je trouverais ça super chouette de refaire. T'avais fait au début un cas pratique où c'était un plus, enfin, où tu avais les gardiens qui étaient là. Je crois que c'était avec Genep, les gardiens. Ouais, Là, du coup, la comportementaliste ou éducatrice qui était là. Et du coup, vous parliez de ce cas, de l'évolution, de comment ils ont un peu détricoté les choses. Ça, ce serait... Enfin, j'aimerais bien en entendre plus. J'avais trouvé ça très chouette. Surtout qu'à l'époque, j'étais encore que gardienne, quoi. Et du coup, je m'étais beaucoup projetée dans cette histoire. Ok. Donc, j'avais trouvé ça hyper chouette et très enrichissant. Et après, sinon, avec un physio ou une ostéo, ou enfin des métiers complémentaires, justement, ce serait, je pense, intéressant de voir eux comment, de l'autre côté, ils voient le rapport avec le comportement, avec nos métiers. Ça serait hyper chouette aussi. Ok, trop bien. Bah écoute, ça sera fait parce que c'est prévu. Mais effectivement, des cas pratiques avec des particuliers qui viennent raconter un peu le parcours qu'ils ont eu, ça pourra s'envisager. Effectivement, c'était un très chouette épisode que j'ai pas eu l'occasion de refaire ce format, mais c'était assez chouette. Trop cool. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient découvrir un peu ton travail, suivre tes avancées, etc., etc. Alors, je suis assez active sur Instagram. C'est anaïs.allard.comportement. Ils peuvent pas mal suivre mes réflexions aussi au quotidien, partage de ressources, voilà. Je fais quelques posts explicatifs, peu, mais j'essaie de les faire complets. Voilà. Et puis après, il y a mon site internet aussi où il y a beaucoup d'infos, s'ils veulent, sur l'accompagnement du chien douloureux. Voilà, il y a pas mal d'infos sur qui je suis, comment je vois les choses. Et principalement, c'est ça. J'ai une page Facebook, mais qui, la pauvre, ne vit pas comme elle devrait. Comme toutes les pages Facebook, je crois. Comme toutes les pages Facebook, voilà. Ok, trop cool, trop bien. Eh ben, top. Merci beaucoup, Anaïs, pour ce super épisode. Je suis ravie. Ouais, c'était trop bien. Ouais, trop cool. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Anaïs et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @anaïs.allard.comportement et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!